Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, comme vous avez pu le voir, on va faire mon point lecture du mois de février. Malheureusement en février, j'ai moins lu, les migraines ont fait leur retour et je dois dire aussi que j'ai mis pas mal de temps à lire un beau pavé. Donc ce mois j'ai lu 8 livres et sur ces 8 livres j'ai lu un manga et 3 BD, donc c'est parti, je vous présente tout cela. Donc ce mois-ci aussi, il n'y a pas eu de coup de cœur, il y a eu de très bonnes lectures, mais il y a également eu une déception. Donc je vous laisse découvrir tout cela. Ma première lecture du mois, ça a été Sombre et Sonombre, Le couloir des murmures de Greg Lorick, en auto-édition. Je mets ma couverture ici et je remercie encore l'auteur pour sa confiance ainsi que pour le vote de ce service presse. Et ici donc nous allons suivre Elena, c'est la nouvelle pensionnaire du pensionnat Graven. Ce pensionnat est assez mystérieux, il est reculé et disons qu'il y règne une ambiance assez sinistre et bien particulière. Elena se rend compte que des élèves disparaissent comme ça et que les autres pensionnaires semblent ne plus avoir aucun souvenir d'eux en fait. Ils se rendent pas compte que des élèves disparaissent autour d'eux. Et Elena, elle va commencer à mener l'enquête, surtout quand elle commence à entendre des murmures la nuit. Et il se pourrait bien qu'elle mette le doigt sur un secret vieux de plusieurs dizaines d'années. Voilà pour le petit résumé que je peux vous faire. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, il y a quelques trigger warnings que je vous ai mentionné sur le blog tout au fond de ma chronique, au cas où. Mais c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante, que j'ai apprécié déjà cette ambiance à la fois prenante, mystérieuse, inquiétante et sombre. Vraiment, c'est le pensionnat lui-même, l'ambiance qu'on nous décrit à l'intérieur. Moi, personnellement, j'aimerais pas y être. Et l'auteur parvient à mêler le côté fantastique et paranormal, ce que j'ai vraiment apprécié. Et comment vous dire, il y a des moments, ça fait vraiment froid dans le dos. J'ai frissonné à plusieurs reprises, surtout que, comme je vous dis, moi, je lis souvent le soir. Alors, lire ce roman le soir, seulement à la lumière de ma lampe de chevet, je peux vous dire qu'à certains moments, ça fait très peur. J'ai aussi trouvé intéressant de découvrir le pensionnat Graven avec Elena. Car voilà, elle aussi, elle ne connaît pas le fonctionnement de l'établissement. Et je dois dire que découvrir avec elle, ben, déjà, on se rend compte que ça a l'air énorme comme pensionnat. Et aussi les comportements qu'ont les autres élèves, c'est assez perturbateur au début. Et c'est vrai que j'étais curieuse de découvrir tous les mystères qu'il y a derrière ce fameux pensionnat. Je me suis aussi beaucoup attachée à Elena, franchement parce qu'on la suit depuis son arrivée au pensionnat. Et j'ai aussi vraiment apprécié les amis qu'elle va se faire au fil de l'aventure. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il va se constituer un petit groupe où c'est que tout le monde a des caractères bien variés, mais chacun a vraiment sa place au sein du groupe. Et c'est ça que j'ai apprécié et c'était vraiment agréable de les suivre et de les voir évoluer à travers le pensionnat et aussi chercher à comprendre ce qui se passe vraiment dans l'établissement. Comme vous pouvez vous en douter, l'énigme va se révéler bien plus complexe que prévu et nos protagonistes vont devoir ruser pour tenter de la résoudre. Donc là aussi, à chaque fois je me disais mais ça peut pas être aussi facile, c'est pas possible. Et effectivement, non, il y avait toujours un autre élément qui venait pour venir contrebalancer cet élément facile et je me disais mais maintenant comment est-ce qu'ils vont faire? Et franchement, j'étais vraiment prise dedans. Et comme je vous l'ai dit, certaines scènes font vraiment froid dans le dos. En tout cas, moi, comme je vous dis, il y a certains passages où vraiment ça m'a... l'événement qu'on nous décrit ou ce qui se déroule me faisait vraiment peur en fait. Et ça faisait vraiment quelques temps que j'avais plus frissonné pour un moment. Et là, je dois dire que ces passages-là, j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Et c'est ce que je recherche dans une lecture un peu de ce style. On a un dénouement final qui est captivant et riche en émotions, et disons que le dernier chapitre se révèle crucial. Je ne peux pas vous dire pourquoi car je ne veux pas vous spoiler tout simplement, mais si vous le lisez, vous allez comprendre. Après j'ai enlevé quelques points car je dois dire que certaines descriptions m'ont un peu perdu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions là, moi qui aime vraiment avoir des éléments à mettre sous la dent, là j'ai été servie, mais c'est vrai que par moments, il y a certaines choses que j'imaginais peut-être d'une certaine manière et après l'auteur me venait rajouter une description par-dessus et moi en fait ça me perturbait parce que comme je m'étais déjà imaginé une certaine chose dans ma tête, le fait qu'ils disent bah voilà en fait il y a un autre élément, moi en fait je me disais ah alors, ça me perdait parce que j'arrivais pas à me réimaginer cet élément, mais après c'est vraiment ça m'est arrivé que quelques fois le reste du temps, sinon je voyais très bien ce qu'il voulait dire.
J'ai aussi parfois trouvé des répétitions dans le texte, c'est-à-dire que parfois, dans la même phrase, vous pouviez avoir le mot et le verbe. Par exemple, répéter et répétition, hein. Je sais plus par cœur les termes, mais c'est pour vous donner un exemple. Et c'est vrai que certaines phrases sont utilisées, il me semble, plusieurs fois, mais sans changement. Et c'est pour ça que j'ai peut-être eu cet effet aussi de répétition, mais après, ce n'est vraiment pas dérangeant. C'était vraiment une impression que parfois je me disais, c'est vrai que là, on sent que ça se répète. Mais après, ça n'a pas changé le fait que j'étais toujours autant prise dans l'histoire et que vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc si vous aimez tout ce qui est histoire en huis clos, avec comme beaucoup de mystères, du paranormal, du fantastique et que vous avez quand même envie de vous faire un peu peur, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, moi j'ai adoré découvrir ce récit, en apprendre davantage sur le mystère que cache le fameux pensionnat Graven. Et franchement, l'auteur est parvenu à me surprendre car il nous propose des éléments que je n'avais jamais vus auparavant. Et franchement, à chaque fois, il parvenait à nous remettre des éléments qui me surprenaient, que je ne voyais pas venir et j'avais toujours hâte de savoir comment ça allait se poursuivre et comment nos protagonistes allaient réussir à résoudre le mystère si ils parvenaient à le résoudre, car c'était encore tout là la question. Mais vraiment, si vous aimez ce style d'ambiance, je pense que c'est vraiment une lecture qui peut vous intéresser. Et en tout cas, comme je vous dis, j'ai passé un super moment de lecture, frissonnant même, et j'étais prise dans cette histoire et je voulais savoir ce qu'allait arriver à nos personnages. J'ai également lu La déesse des neiges de Lola Koenig aux éditions Les Humanoïdes Associés. Je vous mets la couverture ici, donc c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour votre service presse ainsi que pour leur confiance. Et donc ici on va suivre Ida. Elle vit dans un univers en fait où ça fait 40 ans, c'est l'hiver, c'est un hiver éternel on va dire entre guillemets. Et Ida elle souffre d'un mystérieux mal. Elle va essayer de se rendre dans les vallons pour tenter de trouver un remède, mais il se pourrait également que ce mal soit lié à la déesse des neiges, la fameuse déesse qui a lancé cet hiver éternel justement. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 9 sur 10. Franchement c'est une BD qui m'a surprise en bien. Alors déjà je peux dire que j'ai trouvé le récit prenant et j'ai apprécié suivre Ida dans son voyage. Et il faut être clair, notre protagoniste, elle est prête à tout pour venir à bout du mal mystérieux qui la ronge. Alors des fois elle peut se montrer têtue, mais elle n'a pas le choix en fait, car si elle ne trouve pas de remède, eh bien elle va mourir. Donc on peut comprendre les décisions qu'elle prend et le fait que des fois elle se montre très bornée. J'ai apprécié suivre son périple et je me suis rapidement attachée aux personnages qu'elle rencontre au fil de l'histoire qui vraiment, en tout cas deux en particulier, sont vraiment très attachants. Ida, elle va également se retrouver face à différentes créatures fantastiques bien particulières durant son voyage et disons que ça ne va pas être de tout repos. Un autre point que j'ai relevé et que j'ai trouvé très intéressant d'avoir mis dans cette BD, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a un très grand respect envers les animaux. Et je dirais que c'est un élément important de l'intrigue. En fait, à plusieurs moments, il va se dérouler certains éléments avec les animaux, mais jamais on ne dira non, on laisse l'animal là et on se sauve. À chaque fois, on se sauve, c'est vraiment, on se sauve tous ensemble, y compris avec nos animaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené à ce niveau-là. Je dois dire que l'histoire m'a aussi fait penser à plusieurs dessins animés de Disney. Après, je ne peux pas vous dire lesquels, car si je vous disais juste les titres, je pense que ça peut vous spoiler certains éléments et ce n'est pas le but. Le dénouement final est vraiment très intéressant et j'ai trouvé qu'il transmet vraiment un magnifique message. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce dénouement. Et on a également de très belles illustrations. Alors, je dirais que c'est un peu des dessins particuliers avec des traits plus arrondis et une colorisation vive. Vraiment, j'ai adoré ce style de dessin. Je vous montrerai des planches ici pour que vous puissiez voir. Et les dessins vraiment que j'ai le plus apprécié, c'est les dessins d'animaux que j'ai trouvé particulièrement réussis. Et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur chaque fois que on avait Lumi et Annie dans des scènes. C'était vraiment trop mignon. Je dois dire, vraiment, j'ai craqué sur ces deux boules de poils. En fait, Lumi et Annie, c'est deux chiens de traîneau. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre des planches où on les voit, mais elles sont juste trop mignonnes. Et chaque fois que je les voyais, je fondais, quoi. C'était trop chou. Donc vraiment, je me suis régalée au niveau du dessin. Alors comme je vous dis, les personnages, c'est un peu particulier, mais j'ai bien apprécié la manière dont c'était fait. Je trouve que ça allait avec l'histoire, j'ai envie de dire. Et les animaux, mais vraiment, c'est des pépites. Les animaux, comme ils sont représentés, c'est
magnifiques, ainsi que les créatures fantastiques aussi, hein. Parce que certaines créatures fantastiques sont quand même des animaux, j'ai envie de dire. Et là aussi, les créatures fantastiques, certaines qu'on nous présente, sont très belles à voir. Et à ces moments-là, je dois vous dire que je restais plusieurs minutes sur la même page parce que j'observais vraiment tous les détails qu'il y avait dans ces dessins. Et vraiment, je me suis régalée à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez envie d'une BD sympathique, qui se lit rapidement et qui véhicule de beaux messages, je ne peux que vous recommander cette lecture. En plus, pour l'hiver, c'est vraiment la BD idéale. J'ai continué Princesse Sarah avec le 3e tome, Mystérieuse héritière d'Alouette, Moretti et Bocato aux éditions Soleil. Je vous mets ma couverture ici car j'ai lu la BD en numérique. Et alors ici, déjà je vous mets en garde, il y a plusieurs trigger warnings à l'intérieur de la BD, au cas où je vous les mettrai dans le blog tout au fond de la chronique. Et ici, donc, pour faire juste un bref résumé du 1er tome, on suit Sarah qui a toujours vécu aux Indes avec son père, sauf que celui-ci décide qu'il est temps qu'elle fasse son éducation tout simplement, et il va la ramener à Londres dans un pensionnat où elle va justement être avec d'autres filles pour étudier. Et donc on va suivre Sarah et la manière dont elle va s'intégrer dans le pensionnat, et donc ce ne sera pas tout le temps facile. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors, comme vous pouvez vous en douter, depuis le tome 1, il y a eu certains éléments qui se sont passés pour Sarah. Et disons que ce tome est prenant et on va dire que les éléments sont toujours aussi compliqués pour Sarah depuis quelque temps. Malgré tout, notre protagoniste va garder son esprit rêveur et entraîne ses amis avec elle dans ces moments hors de la réalité. Et je dois vous dire que ces moments-là sont vraiment très beaux et très bien réalisés dans la BD. Cet album montre également des scènes assez difficiles, mais il offre aussi des instants inspirants où la bienveillance de Sarah montre que tout espoir n'est pas perdu. Et ça vraiment, c'est des moments, j'ai trouvé que ça faisait chaud au cœur et vraiment c'était des très beaux moments. Et à travers ce volume, nous découvrons également l'évolution d'une autre intrigue qui va nous emmener plus loin que Londres. Au niveau des illustrations, je suis toujours autant sous le charme. C'est vraiment des illustrations magnifiques, détaillées, avec une colorisation très vive. Moi, à chaque fois, je me régale au niveau visuel. C'est un pur délice pour les yeux. Je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez également voir. Mais j'essaierai de mettre des planches qui ne spoilent pas. Donc je pense que plus les tomes vont avancer, plus ça va être difficile. Donc peut-être que je trouverai qu'une planche pour cet album. Mais voilà. Vraiment, à chaque fois, je me régale au niveau visuel. Et ici, j'ai enlevé un point, tout simplement car j'ai trouvé que l'intrigue progresse peu dans cet album comparé à d'autres volumes. Je trouve que, oui, dans cet album, alors effectivement, il se passe de très belles choses, mais la situation de Sarah reste un peu la même que dans le tome 2. Et c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas avancé des masses comparé aux 2 autres premiers volumes, tout simplement. C'est pour ça que j'ai enlevé un point, mais après, je pense que, étant donné l'autre intrigue que l'on a vue à travers ce volume, les choses devraient bouger dans les prochains tomes. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de suivre les aventures de Princesse Sarah. Comme je vous dis, pour moi, il y a toujours ce côté nostalgie d'à l'époque, j'avais regardé l'animé quand j'étais enfant, donc il y a toujours ce côté nostalgie parce que là, l'histoire se suit. Il y a juste toujours l'effet un peu automate qui rajoute ce côté steampunk à l'intérieur que l'on constate un peu quand même dans ce tome-ci. Je trouve qu'il est un peu plus présent peut-être que dans le tome 2, mais c'est toujours très agréable et je suis curieuse de savoir ce qu'il va arriver à Sarah par la suite. On va maintenant passer à ma déception. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous avez une idée de quel livre il s'agit. Après, voilà, je suis quand même... je m'attendais quand même à l'apprécier, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, j'ai été déçue par le tome 4 d'Acotar, Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. Voilà, donc la couverture. Là, je ne vous refais pas le résumé parce que Acotar, voilà, on en a beaucoup entendu parler. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome, alors les premiers tomes, on suit Fer, et dans ce tome, on passe à Nesta, donc qui est la sœur de Fer. Et alors à cette lecture, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Voilà, je vais vous expliquer tout cela, ne vous en faites pas. Et alors, pour commencer, il y a des trigger warnings que j'ai mentionnés sur mon blog. Ils sont tout au fond de la chronique, au cas où si vous voulez aller les consulter. Et donc on va quand même parler des points positifs que j'ai trouvés dans cette lecture avant de venir dans le vif du sujet. Alors premièrement, ce que j'ai trouvé original, c'était de changer de protagoniste principal. Comme je vous disais, on va s'axer ici davantage sur Nesta, qui est la sœur de Fer.
On est donc avec un personnage qui est complet et au fil des pages, le lecteur va comprendre ses doutes, ses angoisses et vraiment voir à quel point ça la ronge. Et j'ai également apprécié son évolution au fil du récit ainsi que de découvrir petit à petit de nouvelles facettes. On va dire que rapidement une cause devient très chère à Nesta et elle va faire tout son possible pour mettre en place les actions nécessaires. Il y a aussi une sororité qui va se créer autour de Nesta, donc ça j'ai vraiment apprécié la manière dont ça se construit. Et on a aussi deux personnages secondaires très attachants qui vont occuper une place particulière dans cette histoire et vraiment j'ai beaucoup apprécié ces deux protagonistes. Au fil du récit, une nouvelle menace va également faire son apparition et l'équipe que l'on a rencontrée dans les tomes précédents va devoir s'organiser dans différentes missions pour y faire face. Le dénouement final est prenant et émouvant et disons que, étant donné comme ça se termine et étant donné l'univers, il reste possible de développer l'histoire d'autres personnages dans les prochains tomes et je dois dire qu'il y a quand même des personnages que j'attends aussi avec beaucoup d'impatience en espérant qu'ils auront à leur tour leur histoire. On va maintenant passer aux éléments que j'ai moins appréciés et ce que j'ai relevé en premier lieu, c'est que je n'ai pas du tout adhéré à la romance. En fait, comment vous dire, le récit va proposer un enchaînement de scènes de sexe assez voilà, détaillées et avec un langage assez cru et surtout c'est des scènes qui sont très longues et qui je trouvais qui n'apportaient pas grand chose à l'intrigue principale. Franchement, de mon point de vue, on aurait pu les enlever ou au moins juste les raccourcir parce que là c'était vraiment trop. Et disons qu'il y a des scènes de sexe comme je vous disais, mais disons qu'on a aussi des scènes au début où en fait on voit nos personnages qui se donnent du plaisir à eux-mêmes, voilà. Et là pareil, je ne voyais pas trop l'intérêt de ce genre de scène dans l'histoire car on n'avançait pas vraiment dans l'intrigue, mais voilà, donc ça ne m'a pas vraiment plu. J'allais à part culon avec cette lecture parce qu'au départ, quand elle a été imprimée, il y avait un énorme interdit aux moins de 18 ans qui était imprimé ici. Alors, quand j'avais vu ça au départ, je m'étais dit, ouais, des fois, les éditeurs aiment exagérer. Et après, les premiers retours ont commencé à tomber. Je les ai lus et je me disais, oula, ça va être quitte ou double. Et disons que là, la manière dont c'était fait, ça m'a pas plu. Alors, autant vous dire que dans les premiers tomes d'Akotar, il y a quand même aussi des scènes de sexe, mais pas autant que ça et ça m'avait pas dérangé pour vous donner une idée. Là avec Nesta c'est vraiment pas passé et oui vraiment c'était long et je me disais à chaque fois que je voyais qu'on repartait pour ça, je me disais non c'est pas possible encore une fois et vraiment vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai levé les yeux au ciel à cause de ces scènes. Et je dois dire qu'au bout d'un moment ces scènes ne me plaisant vraiment pas. Ça m'était jamais arrivé auparavant, mais chaque fois que je voyais qu'on arrivait à ça, eh bien, je lisais en diagonale parce que je dois dire que c'est pas ce qui m'intéressait le plus et que j'avais hâte que ce soit fini. Puis comme je vous dis, c'était long. C'est pas comme si on avait juste une page éventuellement et c'était fini. Non, non, ça a duré plusieurs pages. Et au bout d'un moment, comme je vous dis, je levais les yeux au ciel. Et pour finir, je me suis dit, ben, je lis en diagonale parce que voilà, je voulais quand même connaître la suite de l'histoire. Mais ça, franchement, ça... Voilà, je voyais pas l'intérêt d'en avoir autant dans l'histoire et autant... aussi longue, alors je lisais en diagonale pour le coup, ce qui ne m'était jamais arrivé. Après, un autre point qui m'a moins plu aussi, c'est que la première moitié du roman est assez cyclique. C'est-à-dire que Nesta a un planning avec différentes activités qu'elle doit faire sur une journée, et donc au fur et à mesure des jours, on la voit refaire à peu près les mêmes choses, et les mêmes tâches, j'ai envie de dire, et c'est vrai que voilà, je vous dis, ça se dure la moitié du récit. Hein, alors, on n'est pas sur un récit de 400 pages, hein, dites-vous. Là, le récit fait plus de 800 pages. Alors, pendant 400 pages, c'est ce côté un peu cyclique qu'elle a. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je me disais au bout d'un moment, bon, il va quand même se passer autre chose. Alors après, il y a quand même quelques petites choses qui arrivent entre-temps. Mais c'est vraiment plus sur ce côté cyclique qui axé la première moitié. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais, oui, c'est vrai que je m'attendais à autre chose, pour le coup. Et disons que, à cause de tout cela... Pendant la première moitié du livre, je me suis quand même ennuyée. Et je dois avouer que je me suis quand même ennuyée au point que chaque fois que je devais reprendre le livre, j'avais du mal juste à reprendre le livre et à continuer la lecture. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lire. Pour vous donner une idée, il m'a presque fallu 2 mois pour le lire parce que justement cette première partie m'a vraiment bloquée. Et j'avais pas envie d'y retourner, bah déjà pour les scènes de sexe, le fait que je me disais est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose d'intéressant. Et
on vous dit il y a 800 pages, alors là pour vous donner une idée, vu que c'était la première moitié, j'étais à 200, 300, et je me disais mais il y a encore 500 pages ou 600 pages à te taper, est-ce que comme ça tu vas tenir et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même hésité à arrêter, et après je me suis dit bon allez, continue quand même jusqu'à la moitié, tu vas voir si ça s'arrange. Heureusement pour moi, la seconde moitié était beaucoup plus intéressante et palpitante, il s'y passe quand même plus de choses qu'au début, et après tout ce que j'ai reproché à cette seconde partie, c'est que pour moi le dénouement final m'a semblé assez simple comparé aux autres tomes que j'ai lus d'Acotar, et ça m'a semblé assez simple, notamment sur un élément que je ne peux pas vous révéler sous peine de vous spoiler, mais voilà, donc la deuxième partie a quand même rattrapé le coup, et c'est vrai que au moment de devoir le noter, j'ai hésité. Je me suis dit, voilà, est-ce que quand même j'y mets un 6 en sachant que c'est voilà, que c'est une déception, ou est-ce que tu y mets un 7? Parce que j'hésitais quand même, vu étant donné la deuxième partie que j'ai beaucoup appréciée. Et au fil du temps, je me suis dit, mais étant donné tout ce que tu lui reproches, tu peux pas lui mettre un 7. Si tu regardes les lectures auxquelles tu as attribué la note de 7 et que tu le mets à côté, ils n'arrivent pas à leur niveau quand même. Parce qu'il y a eu trop d'éléments que tu n'as pas appréciés pour lui donner 7. Et après, il a quand même fallu aussi prendre en compte le fait qu'effectivement, la deuxième partie rattrapait le coup, mais si j'avais dû noter que la deuxième partie, j'aurais mis 8, je pense, à cause du dénouement final. Et la première partie était en dessous de la moyenne. Donc voilà, donc tout ça cumulé, je me suis dit non, je ne peux pas lui mettre un 7. Et il faut quand même tenir compte du fait que, une fois que j'ai fini ma lecture, si je me posais la question qu'est-ce que tu en as pensé, clairement, la réponse était j'ai été déçue. Voilà. Et donc dans ce cas-là, je ne pouvais pas faire autrement que lui mettre un 6, voilà, pour marquer le fait que j'étais déçue et que justement il y a beaucoup d'éléments qui ne m'ont pas plu quand même dans cette lecture. Alors pour vous donner une idée, voilà, tous les autres tomes d'Acotar, en tout cas les 3 premiers sur Fer, ça a été des coups de cœur. Et si on me pose la question à l'heure actuelle, quel personnage est préféré, bah, ça reste, moi pour moi, les 3 meilleurs tomes d'Acotar restent pour moi ceux sur Fer. Voilà, il n'y a pas photo. Et après, il y a le tome 3.5 que j'avais un peu moins bien noté, mais que c'était quand même une bonne lecture, plus une lecture de transition. Alors là, ce tome avec Nesta, je suis déçue, mais pas au niveau du personnage. Je trouve que le travail qu'elle fait au niveau du personnage est intéressant, justement. On a une Nesta, on comprend qu'elle se défend, elle a un caractère qui est détestable, mais il y a des raisons à tout cela. Et on comprend vraiment qu'elle a des angoisses, que c'est quelqu'un qui est très angoissé, qu'elle a peur, tout ça, ses craintes. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, pour le coup. Et la manière dont elle évolue aussi, moi vraiment, c'est les autres points qui ont fait que je n'ai pas apprécié. Que, comme je vous dis, on m'aurait mis comme dans les premiers tomes des scènes de sexe moins longues, moins crues, et quand même qui, voilà, une fois de temps en temps, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, à ce rythme-là, aussi long, tout ça, c'était... Voilà. Donc pour moi, Nesta, c'était un tome intéressant, mais c'est pas mon tome préféré. Et franchement, j'espère que les autres tomes vont partir sur d'autres personnages. Ou peut-être, étant donné maintenant comme ça c'est terminé, que les autres tomes, si on devait revenir avec Nesta, me plairait davantage, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, vraiment, c'est un avis... voilà, une déception pour ma part, vraiment, car comme je vous dis, j'aurais aimé l'apprécier, mais ça n'a pas été le cas, vraiment. Et j'ai dû me faire violence, comme je vous dis, par moment pour continuer ma lecture. Donc voilà, je sais que beaucoup de monde l'a aimé, l'a même préféré à celui au tome sur Fer. Mais moi, franchement, alors c'est le tome que j'ai le moins apprécié pour le moment de la saga. Là, j'ai vu que justement les suites en anglais étaient annoncées. Alors maintenant, je vais attendre de voir sur quels personnages seront les suites. Et je vous avoue que, étant donné la déception que j'ai eue, je ne pense pas me les procurer tout de suite. Et si je me les procure, ce n'est pas dit que ce sera en papier, peut-être que ce sera seulement en numérique pour le coup. Et même ce tome-ci, là pour le moment je vais le garder dans ma bibliothèque, mais je sais que je ne vais pas le relire, donc j'hésite franchement à garder le livre en papier, et en fait juste garder le livre papier sur les autres tomes, et puis celui-là m'en débarrasser. Voilà, je suis en réflexion, mais vraiment il va falloir encore un peu que je digère le truc. Donc voilà, pour moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et comme je vous dis, il va y avoir des réflexions pour la suite d'Acotar. Comment, déjà, un peu laisser digérer la chose, savoir quels personnages seront les suites. Et comme je vous dis, est-ce que je me les procure en numérique ou est-ce que quand même je tente le coup en papier? Et je me dis que peut-être en numérique, ça passera peut-être mieux. Je serai peut-être moins déçue que d'avoir acheté le livre en papier. Voilà.
une déception, et comme je vous dis, vraiment, je suis déçue même si j'avais des doutes au départ, même si j'allais un peu reculons. J'espérais que ce serait une belle découverte, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai également lu le premier tome d'Assassin's Guide, Babysitting Mortel de Nathalie C. Parker aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je vous montre la couverture. Et donc j'ai été sélectionnée pour le prix des lecteurs Pocket Jeunesse 2026. Et c'est donc le premier livre de cette sélection que j'ai reçu. Et je remercie encore Pocket Jeunesse pour sa confiance et pour l'envoi de ce roman. Donc ici, on va dire on est dans un monde où donc on se trouve à Kansas City. Et il y a deux catégories dans la population. La partie de la population qui n'a pas de pouvoir et celle qui a des pouvoirs. Et donc on va suivre True, qui est une orpheline qui a perdu ses parents et qui a été élevée par Logan Deer, un tueur à gages qui l'a recueilli suite à la mort de ses parents et qui lui a appris beaucoup de choses. Et un soir, alors que True va faire du babysitting, il y a des assassins qui vont débarquer dans la maison. Et là, elle va devoir se sauver avec le bébé. Et disons que là, sa vie va être totalement chamboulée, surtout que True cache en fait sa vraie identité ainsi qu'un certain pouvoir. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Donc ici, c'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10. Et alors déjà, je peux vous dire qu'il y a quelques trigger warnings à l'intérieur. Donc pareil, ils seront mentionnés dans le blog tout à la fin de ma chronique. Alors tout d'abord, j'ai apprécié l'univers qui est divisé en deux catégories. Comme je vous disais, on a les gens sans pouvoir et les gens qui ont des pouvoirs. Et cet univers m'a un peu fait penser à la saga Divergente. Et c'était intéressant aussi de découvrir les différents pouvoirs qu'il y a dans cette société. L'intrigue, j'ai trouvé, était palpitante. C'est un mélange, on va dire, entre thriller, fantastique et aventure. Donc là, vraiment, j'ai été embarquée dedans. Et tous nos éléments vont partir d'une soirée de babysitting qui va mal tourner quand même, il faut se dire. Au fil de l'histoire, les lecteurs vont découvrir que notre protagoniste, True, cache bien des secrets ainsi qu'un pouvoir particulier. Et de plus, comme je vous disais, elle a été élevée par Logan Deer, qui est un tueur à gages, et qui lui a enseigné des leçons essentielles. Et disons que il y a aussi certains retours dans le passé particulièrement intéressants qui sont faits pour nous montrer ces fameuses leçons, et tout ça est montré de cette manière. En fait, on nous met, par exemple, c'est la première leçon de Logan Deer, ou là, c'est la deuxième leçon de Logan Deer, et tout par moment. Au milieu des chapitres, ces leçons viennent s'intercaler, on revient dans le passé, et on découvre des moments entre True et Logan. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant ces moments, et la manière dont Kitty va tenter de lui apprendre tout ça, c'était vraiment, moi en tout cas ça m'a plu, c'était, voilà, c'était vraiment prenant je trouvais, et ça coupait au milieu de l'histoire, mais pas trop longtemps car ça allait très vite. Mais tout ce que l'on nous montrait là-dedans, ça avait un rapport bien entendu avec après ce qu'il va se dérouler dans le récit. Aussi, True a la chance d'être entourée d'amis fidèles qui ne la laisseront pas tomber même dans les moments les plus délicats. Et ce que j'apprécie avec sa bande d'amis, c'est que chaque personnage a son caractère et c'est agréable, j'ai trouvé, de les suivre tout au long de l'histoire. En plus de ça, on a une plume qui est prenante et addictive, et comment vous dire, alors on se retrouve avec un récit qui avance rapidement et sans temps mort. Et j'ai trouvé le dénouement final vraiment captivant, surtout qu'une révélation importante y est faite. J'ai retiré quelques points car en fait, on a une romance FF, donc une romance entre dames, qui se développe dans ce tome, et à ce niveau-là, en fait, ça m'a semblé assez précipité. En fait, j'ai eu l'impression qu'il fallait à tout prix intercaler les scènes de cette romance entre deux péripéties, et puis que voilà, que c'était vite fait, et je trouvais que c'était dommage à ce niveau-là. Et un autre point qui m'a surpris toujours au niveau de la romance, c'est que, en fait, on va dire, c'est la manière dont notre protagoniste va perdre vraiment tous ses moyens durant ces moments, alors que faut quand même pas oublier qu'elle a été élevée et entraînée par un tueur à gages et qui lui a quand même appris à garder la tête froide et à rester vigilante en toutes circonstances et à tout moment. Et c'est vrai que justement ça m'a quand même surpris à ce niveau-là. Après, ça reste une excellente lecture, j'ai passé un bon moment, comme je vous dis, j'ai pas vu passer les pages, ça se dévore. Il fait plus de 330 pages, c'est écrit quand même grand et aéré, mais vraiment j'ai passé un bon moment et j'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié les pouvoirs qu'on nous dévoile, la manière dont on en découvre plus sur True, et tout ce qui va lui arriver en fait, car c'est quand même une histoire palpitante, parce que
il y a cette notion qu'il faut sauver, à qui est-ce qu'on peut faire confiance de ces choses-là, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et vu le dénouement final, je vous avoue que je suis curieuse de découvrir la suite et de voir si j'avais vu juste sur un certain élément. J'ai également lu Le démon de l'hiver de Tony Galmez aux éditions Delcourt, donc c'est une BD que j'ai lue en numérique, je vous mets la couverture ici, et je remercie la maison d'édition ainsi que NetGalley pour ce service presse. Et donc ici, on va suivre une petite fille qui va arriver avec sa maman dans un pays qui n'est pas le sien, comme on comprend très vite, et elles ont dû fuir, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et là, elles arrivent en plein hiver, dans une maison qui est un peu reculée. C'est une vieille femme qui les accueille, et qui va leur ouvrir en leur disant « Entrez vite, il fait un froid de démon ». Et par la suite, il se pourrait bien que notre petite fille rencontre un vrai démon. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Ici, c'est un livre auquel j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, j'ai trouvé que c'était une BD idéale, déjà, pour la fin de l'hiver, car vraiment, on est sur cette ambiance enneigée, en tout cas au début de notre histoire. Et aussi, j'ai trouvé que l'histoire était sympathique et adaptée aux jeunes lecteurs, en fait. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment, tout se joue plutôt sur le côté visuel. Et le texte est quand même fluide, et on a des bulles qui se lisent rapidement, donc c'est pour ça que je pense que c'est très bien adapté pour de jeunes lecteurs. Bien entendu, j'ai apprécié l'amitié qui se crée entre notre protagoniste et le petit démon, ainsi que la manière dont celui-ci va découvrir notre univers, et que nous, à contrario, on va apprendre son mode de vie, et voir en fait que lui aussi il a des habitudes bien particulières. Au niveau des illustrations, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très belles. Elles sont à un côté un peu simple, pas dans le sens c'est très beau à regarder visuellement, mais il n'y a pas trop de détails. Et j'ai trouvé que la colorisation était vraiment sympathique, car on est sur une colorisation qui est plus transparente, avec, comment dire, ça fait un peu un style aquarelle, au cas où je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir, mais j'ai bien apprécié les dessins, et je pense que ça devrait parler aussi à de plus jeunes lecteurs. Après, j'ai enlevé quelques points, je dois vous avouer, car j'ai trouvé que c'est un récit qui est très rapide et qui montre davantage en fait une succession de scènes plutôt qu'une vraie histoire. Et ça, j'ai trouvé dommage. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose qui se suit plus, quitte à rajouter quelques planches, mais voilà, moi je l'ai vraiment vu comme une succession en fait de scènes, et cette succession va se dérouler dans le temps, donc on va enchaîner très rapidement les saisons. Même si on est sur un récit jeunesse, je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir plus de détails. Notamment, première chose qui me vient en tête, c'est les raisons qui ont poussé notre protagoniste et sa maman à emménager dans ce pays. Et aussi les circonstances en fait qui font qui permettent au démon de rester avec la petite fille, alors que les autres démons, eux, on ne les voit plus pendant le reste de l'histoire, en tout cas pendant une bonne partie de l'histoire, on ne voit plus un seul autre démon. C'est une BD qui est très rapide à lire, comme je vous disais, que j'ai quand même trouvé sympathique, belle. Franchement, au niveau visuel, c'était très beau, intéressant. Même si, comme je vous dis, je pense que j'aurais aimé avoir quelques éléments en plus à me mettre sous la dent. Et même si c'est une BD jeunesse, je pense que les éléments que je vous disais pour moi qui manquaient, ça aurait pu être intéressant de les mettre aussi pour de jeunes lecteurs. Et j'ai également lu ma lecture pour le Synesthesia Book Challenge, donc la lecture du mois de février. Donc là, il fallait un livre lié à la couleur rouge. Donc au cas où, si vous avez loupé ma page, je vous la remettrai dans le petit i. Et donc pour le mois de février, j'avais décidé de lire le 9e tome de la saga Vilain. Retour au pays imaginaire de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je vous montre la couverture. Voilà, donc le rouge on le retrouve ici, sur le capitaine Crochet dans le titre. Et franchement, quand moi je pense au capitaine Crochet, la couleur qui me vient en tête, immédiatement, c'est le rouge. Donc ça me semblait parfaitement adapté pour le challenge. Et donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Et pour faire un bref résumé, en fait on reprend l'histoire des méchants. Et donc là on va découvrir la jeunesse du capitaine Crochet. Il faut se dire qu'avant qu'il devienne le pirate que l'on connaît comme l'ennemi juré de Peter Pan, il y avait un petit garçon. Un petit garçon qui a eu la chance de venir au pays imaginaire, mais qui a été rejeté, que l'on priva de sa chance en fait de devenir un garçon perdu. Ce petit garçon, il a toujours rêvé de revenir au pays imaginaire. Entre-temps, il a grandi, il est devenu un jeune homme, mais son rêve n'a pas changé, et on va découvrir la manière dont le capitaine Crochet, qui à l'époque se nommait James, va parvenir à atteindre son rêve.
Voilà. Donc, comme je disais, j'ai mis 8 sur 10 à cette lecture. Et franchement, je dois dire que j'étais curieuse de continuer cette saga qui nous permet d'en apprendre plus sur le passé des méchants emblématiques de l'univers Disney. Donc ici, on revient sur l'histoire du Capitaine Crochet qui, comme je vous disais à l'époque, se nommait James. Et qui était un jeune homme cultivé, ambitieux et rêveur surtout. Je dois dire que j'ai été surprise de m'attacher aussi rapidement à James parce que je dois dire que le Capitaine Crochet, c'est un personnage... Alors, c'est pas un personnage que je dirais que j'apprécie plus que ça vu que Peter Pan ne fait pas partie de mes Disney préférés. Après, dans Peter Pan, je trouve que c'est un personnage très drôle étant donné tout ce qui lui arrive et tous les malheurs plutôt qui lui arrivent. Mais là, j'ai été vraiment surprise de me dire, tiens, pour le James, vraiment, je m'y attache facilement. Et justement, plus notre histoire avançait, plus je ressentais en fait de la compassion pour lui aussi, en sachant ce qui allait lui arriver de toute façon par la suite. Bien entendu, on va découvrir les débuts de James dans la piraterie, et je dois dire que certains éléments m'ont fait penser au film Pirates des Caraïbes, et ça j'ai trouvé que c'était bien fait, car dès qu'on mentionnait certaines choses, je voyais un peu les scènes de Pirates des Caraïbes, et je me disais, ah oui c'est vrai, c'est des légendes en lien avec les pirates, et vraiment, ça m'a plu. Et par la suite aussi, on va découvrir la manière dont il est finalement parvenu à atteindre le pays imaginaire. Un autre point vraiment qui m'a beaucoup plu, c'est que le lien avec Monsieur Mouche est dévoilé. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très touchant de voir la manière dont nos deux personnages interagissent entre eux, ce lien qu'il y a. Et oui, ça m'a vraiment plu. Alors, après Monsieur Mouche, disons que d'en savoir plus sur lui, ça m'a... Et en repensant aux scènes dans Peter Pan, je comprends mieux pourquoi Monsieur Mouche est le second en fait qui aimerait bien faire, mais à qui il n'y arrive que des catastrophes. Et j'ai envie de dire, c'est ça, des fois en regardant Peter Pan, je me fais la réflexion de me dire ouais mais le Capitaine Crochet, ok, c'est un pirate, il a pas de chance, suite à tout ce qui arrive, mais Monsieur Mouche, c'est le second qui veut à tout prix aider et qui fait tout foirer. Et là, disons que ce que j'ai appris me permet de mieux comprendre pourquoi Monsieur Mouche fait à ce point avoir l'envie de bien faire, mais ça ne marche pas. Et bien entendu, dans le dénouement final, on va voir la descente en enfer de James, et aussi on aura l'explication de comment il a finalement trouvé son nom de pirate. Et un autre point que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'il y a plusieurs clins d'œil qui sont faits aux personnages qu'on a rencontrés dans les tomes précédents, et ça j'ai vraiment bien apprécié. Après, j'ai retiré un point car je dois dire que la conclusion m'apparaît un peu précipitée, notamment concernant la transformation de James de gentil à méchant. Et c'est un peu ce que je reproche dans tous ces livres, c'est vraiment, voilà, il y a tout qui s'enchaîne pour le méchant, qui n'est pas encore méchant à ce moment-là, et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a ce déclic qui se fait en un coup et puis que ça passe de gentil à méchant comme ça. Mais je pense que voilà, c'est dommage que ce ne soit pas un peu plus détaillé au niveau des fins et qu'on ait vraiment une transition qui soit mieux faite à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'ai retiré quelques points ici. La saga Villa est un peu particulière. Si vous avez suivi mes dernières chroniques, vous le savez, certains tomes doivent être lus absolument dans l'ordre pour pouvoir les suivre, et d'autres peuvent être lus de manière plus indépendante. Alors ici, clairement, je pense que, étant donné ce que je vous ai dit, il faut le lire dans l'ordre. Donc vraiment, c'est le tome 9, il faut avoir lu les autres tomes avant, pour avoir le fil rouge qui va vous permettre de comprendre tous les clins d'œil qui sont faits, et pour ne pas vous faire spoiler, j'ai envie de dire certains éléments, ça, celui-ci c'est vraiment indispensable, faut le lire dans l'ordre. Après, je vous avais dit par le passé que le tome sur Cruella et éventuellement le tome sur Lady Tremaine, ceux-là, ils peuvent être lus de manière plus indépendante, mais par contre tous les autres, faut les lire dans l'ordre parce que sinon vous allez rien y comprendre, ou vous n'allez rien comprendre aux clins d'œil qui sont faits ou à certaines références qui sont faites, car vous n'aurez pas les références, et justement il faut ce fil rouge pour pouvoir comprendre toute l'histoire, et pour celui-ci, avoir lu les autres tomes est indispensable. Donc je dois vous dire que franchement, je ne pensais pas autant apprécier ce tome. Comme je vous dis, le Peter Pan c'est pas mon Disney préféré, et là j'ai vraiment ressenti un attachement pour James, pour le jeune Capitaine Crochet, et pour tout ce qui va lui arriver. Puis vraiment, plus on avançait, plus je me disais, mon Dieu, c'est malheureux tout ce qui lui arrive, ça me faisait mal au cœur par moments, et vraiment,
je ne m'attendais pas à ça, je me disais voilà ça va être un livre que je vais lire avec détachement mais prendre plus et non. Et surtout, comme je vous dis, moi ce qui m'a beaucoup plu c'est ce lien avec Monsieur Mouche. Comme je vous dis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc c'est un livre qui s'est lu rapidement, hein. Il fait moins de 250 pages, c'est écrit grand et aéré. Comme je vous dis, une fois qu'on est pris dans l'histoire, ça m'a beaucoup plu et à la fin on a ce côté piraterie, mais vraiment de la piraterie, faut reconnaître les choses, dans Peter Pan, le capitaine Crochet est un peu à pirate raté, que là, on n'est pas sur ça, on rencontre un jeune homme qui est talentueux, très intelligent, futé, et ça n'a rien à voir avec le côté que l'on nous montre dans le film Peter Pan, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cette histoire, et vraiment tous les clins d'œil que j'ai pu voir, qui m'ont fait penser à Pirates des Caraïbes, les fait de les retrouver ici, ça m'a beaucoup plu, cette notion un peu mythe en lien avec les pirates, la piraterie. Et vraiment, si vous aimez l'univers des méchants Disney et que vous voulez comprendre leur histoire d'origine et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus méchants, je pense que cette saga sur tous les vilains Disney, en tout cas les vilains emblématiques, ne pourra que vous plaire. Et ma dernière lecture de février, ça aurait été un manga avec Détective Conan, le tome 21 de Gosho Aoyama, aux éditions Kana. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, alors voilà, on va continuer à suivre notre petit détective. Voilà, je ne vais pas vous faire un résumé parce que je pense, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez l'histoire de Détective Conan. Et au cas où, si vous aviez raté les autres vidéos, vous pouvez soit aller voir un autre point lecture, c'est que je fais le résumé. Je vous mettrai éventuellement dans le petit i ou, comme d'habitude, toutes les informations sont dans la description, avec des liens cliquables qui vous redirigent et vous aurez les résumés. Donc, ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 9 sur 10. Et voilà, alors il y a quelques trigger warnings. Alors, comme d'habitude avec Détective Conan, il y a des cadavres, il y a des meurtres. Voilà, je vous l'ai dit ici car je pense que si vous connaissez l'histoire, ça ne vous surprendra pas. Et donc on va revenir sur ce tome, mais enquête par enquête. Je trouve que c'est comme ça que c'est le plus intéressant. Donc, tout d'abord, la première enquête que l'on retrouve, c'est Invitation dans un château isolé, c'est l'enquête qui a été commencée dans le tome 20. Et je dois dire que, vu la manière dont le tome 20 s'est terminé, j'étais vraiment curieuse de connaître la fin de cette énigme en fait. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Car autant dans le début de l'énigme, j'ai été fascinée par le château que l'on découvre, les mystères qu'il y a avec ce château. Et dans cette suite, l'ambiance, j'ai trouvé, elle est plus pesante, plus sombre. Et je dois dire que par moments, j'ai même frissonné. Et là, on va retrouver la bande des Detective Boys, donc la bande de Conan et ses amis, qui vont devoir faire preuve de beaucoup de courage pour résoudre ce mystère. Et je dois dire que vraiment, ça m'a plu cette énigme et j'ai vraiment aimé l'ambiance que l'on ressent tout au long de sa lecture. Ensuite, nous arrivons sur l'enquête, la première rencontre. Là, on va dire qu'un certain événement va nous permettre de revivre la première enquête de Shinichi. Et je dois dire que, d'abord, ça fait drôle de revoir le détective à sa taille normale, parce que, oui, il faut pas oublier que Conan, en fait, de base, c'est Shinichi, c'est un lycéen de 16 ans, je crois, qui est vraiment un très bon détective amateur, et là, ça faisait tout drôle, justement, d'avoir une enquête où on a Shinichi et non Conan. Et en plus, c'est une enquête qui est assez particulière, car déjà, ça se déroule dans une ambiance en huis clos, qui est spéciale, on va dire, et aussi, j'ai beaucoup aimé l'enquête et la résolution était très intéressante. Pour la troisième énigme de ce tome, c'est l'inspecteur mène l'enquête. Et là, on retrouve Conan, le professeur Agassa et les détectives Boyce qui vont être convoqués au commissariat pour faire une déposition concernant une ancienne affaire. Ce que j'ai apprécié dans cette enquête, c'est qu'elle met davantage en avant l'inspecteur Takagi. On le voit dans d'autres affaires avec l'inspecteur Maigret, je crois que c'est, je retiens jamais son nom. Et là, justement, on aura juste l'inspecteur Takagi qui sera mis en avant. Et aussi, cette enquête nous permet de rencontrer de nouveaux personnages. Et comme d'habitude, on va dire, Conan démontre une nouvelle fois son talent de détective et va impressionner les policiers sur place. Et pour terminer ce tome, on aura le début de l'enquête Belle journée à Tokyo, où on va retrouver Conan, Ran et Kogoro, donc le père de Ran, qui vont faire visiter la ville à deux personnages qu'on a rencontrés dans les précédents tomes. Et disons que ces visiteurs doivent ensuite se rendre à une cérémonie de mariage, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et comme vous pouvez vous en douter, eh bien la suite sera dans le tome 22.
Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour cette enquête. Pour le moment, disons que ce qu'on a vu était intéressant. On était aussi un peu plus sur l'idée de visite de Tokyo qui m'a bien plu. Et maintenant, ben, vu comme ça se termine, je suis curieuse de voir comment l'enquête va se conclure. Mon enquête préférée pour ce tome, ça aura été sans hésitation Invitation dans un château isolé, car vraiment j'ai trouvé que c'est une ambiance qui change totalement par rapport déjà à ce qu'on nous montrait dans le tome 20, avec ce dénouement que l'on a ici. Et franchement j'ai apprécié frissonner avec nos personnages tout en tentant, je vais réussir à parler, de découvrir qui essaye de s'en prendre à eux. Et dans ce tome, on a principalement des enquêtes secondaires, même si, comme je vous disais, dans l'ordre d'une enquête, on va avoir Shinichi comme personnage qui va revenir, mais en fait, cette enquête n'apporte rien sur l'intrigue principale, donc là vraiment c'est un tome aussi plutôt avec des enquêtes secondaires, mais ça n'empêche que j'ai passé un très bon moment de lecture et que j'ai hâte de continuer la saga et surtout aussi de connaître la suite de la dernière énigme et de voir quelles autres aventures il va arriver à Conan. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez eu de votre côté des coups de cœur et des déceptions pour ce mois. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc ici vous pouvez me mettre un emoji pirate, un emoji flocon, un emoji et un emoji démon. Voilà, tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!